Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette séquence de cours intitulée Transformer en Z inverse. Mon nom est Soutindo Kofi Patrick et je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin. Nous sommes là pour faire la transformée inverse. Mais pour rappel, comment est-ce que nous faisions notre fameuse transformée inverse? Eh bien, si nous prenons une expression comme c'est le cas ici, nous avons x de z qui est égal à 3z sur z moins 1 plus 2z sur z moins 1 au carré. Qu'on observe cette expression-là, nous constatons quoi? Nous constatons que lorsque nous prenons la première partie de l'expression z sur z moins 1, dans le tableau des transformés en z, on a directement l'expression de la transformée inverse parce que la transformée inverse consiste à déterminer l'expression qui a généré la transformée en z que nous sommes en train d'analyser. C'est-à-dire quoi? Si nous avons z sur z moins 1, qu'est-ce qui a donné naissance grâce à la transformée en z à z sur z moins 1? Eh bien, c'est u de n. De la même manière, lorsque nous prenons la deuxième expression, z sur z moins 1 au carré est généré par quoi? R de n. Ça veut dire quoi? Si nous voulons faire la transformée inverse, c'est-à-dire déterminer x de n, eh bien, la première expression va nous donner quoi? 3 e de n plus 2 R de n, parce que tout simplement, U de n est la transformée inverse de z sur z moins 1. Les trois sont rapportés ici. Et également, R de n est la transformée inverse de z sur z moins 1 au carré. Ici, on n'a pas beaucoup à réfléchir et tout se passe bien. Toutefois, avec beaucoup d'expressions, c'est le cas dans cet exemple-ci, nous constatons que dans ce tableau-là, nous n'avons pas une expression de transformée en z qui ressemble. Là, ce que nous faisons dans ces cas-ci, c'est que plusieurs approches se présentent à nous. La première approche, c'est celle de la division euclidienne. La seconde, celle de la décomposition en éléments simples. La dernière, c'est la méthode des résidus. Il faut dire que dans le cadre de ce cours, nous intéresserons uniquement à la méthode des résidus et à nous voir étape par étape comment est-ce que nous réalisons justement cette transformée inverse. Si nous nous intéressons à la méthode des résidus, il faut retenir que la transformée inverse se fait en trois étapes. La première étape, c'est la détermination, je vais y arriver, des pôles P de l'expression x de z dont nous recherchons la transformée inverse. Ensuite, la détermination de résidus pour chaque pôle. Donc, chaque pôle que nous allons déterminer, nous devons trouver une expression qu'on appelle résidu pour chaque pôle. Finalement, la détermination de la transformée inverse x de n en sommant tout simplement les résidus. Ça a l'air un peu confus, mais très vite, il faut que nous passions au vif du sujet. Donc, on va définir ce que nous entendons par la notion de pôle. Qu'est-ce que nous devons retenir? Que nous prenons une expression x de z qui est égal à quoi? N de z, n comme numérateur sur d de z, d comme dénominateur. On entend par pôle toute valeur de z qui annule le dénominateur. Donc, pour trouver le pôle, qu'est-ce qu'on fait? Pour les pôles, on pose d de z égale à 0 et on essaie de trouver les valeurs de z qui permettent d'annuler le dénominateur. Alors, quoi de mieux qu'un exemple? Nous prenons x de z qui est égal à z sur z moins 1, facteur de z moins 3. Nous constatons que nous avons deux pôles. Le premier pôle, c'est P1 égale à 1. Le deuxième pôle, c'est P2 égale à 3. Si nous prenons 1, que nous remplaçons ici, Z égale à 1 que nous remplaçons ici, ça nous fait 1 moins 1, ce qui annule le dénominateur. Donc, c'est bel et bien un pôle. Si nous prenons 3, si nous remplaçons 3 ici, 3 moins 3 donne 0. 3, ceci nous donnera naturellement 0 au niveau du dénominateur. Donc, en gros, pour cet exemple-là, nous avons deux pôles. P1 est égal à 1, P2 est égal à 3. Maintenant, essayons de voir une petite précision au niveau des pôles. On va parler de deux types de pôles. Le premier pôle dont on veut parler, c'est ce que nous entendons par pôle simple. On parle de pôle simple lorsque, après factorisation du dénominateur, l'exposant de z moins p égale à 1. Prenons un exemple. Si nous prenons x de z est égal à z, sur z moins 1, facteur de z moins 2 au carré, regardez bien, on a factorisé le dénominateur, c'est pour ça qu'on a les facteurs. Et si on prend le z moins 1, ce facteur-là est à la puissance 1. Donc, puisque lui, il n'est pas au carré, au cube, etc., eh bien, ce pôle P égale à 1 est considéré comme ce que nous appelons un pôle simple. Par contre, pour un pôle multiple, nous allons constater qu'après factorisation, l'exposé est supérieur à 1. Si nous prenons 3 ici, par exemple, nous constatons que z moins 3 au carré.
Donc, 2 est supérieur à 1. On va dire tout simplement que le 3 là est un pôle multiple d'ordre 2. Pôle multiple d'ordre 3 si on avait exposant 3 ici. Donc, en somme, dans notre expression, nous avons deux pôles. P1 égale à 1, P2 égale à 3, mais P1 est un pôle simple et P2 est tout simplement quoi? Un pôle multiple. Alors, on est d'accord avec ça? Ça veut dire tout simplement que nous pouvons dire que nous savons désormais déterminer les différents pôles dans une expression de x de z. Si nous savons déterminer les pôles, nous devons passer à l'étape suivante qui n'est rien d'autre que la détermination des résidus pour chaque pôle identique. C'est ce que nous allons faire dans les slides qui suivent. Pour déterminer les résidus, on a deux catégories de pôles comme on l'a dit. Pour les pôles simples, le résidu est déterminé par l'expression que vous voyez devant vous. Donc, résidu de PI sera donc égal à quoi? En crochet, Z moins PI fois X de Z fois Z à la puissance N moins 1. Et une fois que nous avons simplifié cette expression, nous allons remplacer Z par PI. De la même manière, multiple, l'expression devient un peu plus complexe, c'est-à-dire le résidu de PI va me donner quoi? 1 sur M-1 factoriel, dérivé de M-1 sur DZ, facteur de Z moins PI à la puissance M, fois X de Z, fois Z à la puissance N-1. Le tout, on remplace désormais par Z égale à PI. Ça a l'air un peu complexe, mais croyez-moi, il n'y a rien de compliqué. On va donc prendre un petit exemple. Non seulement en compte un pôle simple, mais également un pôle multiple. Alors, comme nous l'avons dit précédemment pour cette expression, nous avons deux pôles. Un premier pôle simple qui est P1 égale à 1 et un deuxième pôle qui est tout simplement multiple d'ordre 2 qui est égal à P2 est égal à 3. Une fois que nous avons déterminé ça, nous devons déterminer à présent les résidus. En commençant naturellement par le pôle simple. On a rappelé ici, encadré en rouge, l'expression qui permet de déterminer justement les pôles simples. Z moins pi fois x de z fois z à la puissance moins 1. Le tout, on remplace par z égale à pi. Si on est d'accord avec ça, résidu de P1 me donne donc quoi? Z moins P1 fois x de z fois z à la puissance n moins 1 et je remplace z par P. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace x de z par son expression. Pour rappel, x de z est là. Nous l'avons remplacé ici. Que nous faisons ensuite? Nous remplaçons P1 par sa valeur. Pour rappel, le P1 est égal à 1. Donc, dans Z moins P1, ça devient Z moins 1. Z sur Z moins 1, Z moins 3 fois Z à la puissance N moins 1. Et je remplace Z égale à P1 par Z égale à 1. Donc, je vais juste remplacer dans cette expression P1 est égal à 1. Une fois que ça c'est fait, nous remarquons que le Z-1 et ce Z-1 peuvent se simplifier. Si je multiplie Z par Z à la puissance N-1, ça me donne Z à la puissance N. C'est ça qui me donne cette expression-ci. Une fois que mon expression est bien simplifiée, je vais donc essayer de faire quoi? De remplacer Z par 1. Et ça me permet de faire quoi? Je remplace Z par 1 dans cette expression. Ce qui me fait donc quoi? 1 à la puissance N sur 1 moins 3 au carré. C'est ça qui est ici. Ensuite, 1 moins 3 me donne moins 2. Donc, c'est ça que j'ai quelque part par ici. Je continue toujours en posant 1 à la puissance N sur 4. Maintenant, 1 à la puissance N me donne 1. Mais attention, je ne travaillerai qu'avec des signaux causaux. Donc, je fais le 1 fois U de N, ce qui me donne finalement U de N tout simplement pour 1 à la puissance N, le tout divisé par 4. Ce qui est donc égal à quoi? 1 quart fois U de N. Donc, de façon sommaire, mon premier résidu me donne donc quoi? 1 sur 4 fois U de N. On va donc passer au deuxième pôle. Lui est comment? Un pôle multiple. On a rappelé quelque part dans l'encadré en rouge ici l'expression des pôles multiples. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Ici, notre M est égal à 2. Donc, nous avons remplacé 2 dans cette expression-ci. Partout, il y a M. On a mis 2, ce qui nous permet d'avoir l'expression que vous voyez devant vous, qui n'est rien d'autre que quoi? 1 sur 2 moins 1 factoriel, dérivé d'autre 2 moins 1 sur dz, facteur de z moins p2 au carré, fois x de z, fois z à la puissance n moins 1, le tout lorsque z est égal à p2. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ensuite? On a remplacé x de z par son expression, qui est quelque part par ici. Ensuite, on a remplacé quoi? On a calculé 2 moins 1 nous donne 1 factoriel, ça donne 1. D de 2 moins 1, ça fait D, tout simplement. C'est ça qui nous a permis d'avoir cette expression. Ensuite, on a remplacé P2 dans l'expression par quoi? Sa valeur qui vaut tout simplement 3. Donc, nous avons 1 sur 1 factoriel dérivé sur D de Z moins 3 au carré, fois Z sur Z moins 1,
facteur de z moins 3 au carré, z à la puissance n moins 1, le tout lorsque z est égal à 3. Nous simplifions donc z moins 3 au carré par z moins 3 au carré. Nous multiplions z par z à la puissance n moins 1, ce qui nous donne finalement quoi? Les s'en vont, dérivés d'ordre 1, de quoi? De z à la puissance n sur z moins 1, le tout lorsque z est égal à 3. Si on dérive une expression numérateur sur dénominateur U sur V, qu'il vous rappelle, c'est U'V moins V'U sur V au carré. Donc, on va l'appliquer ici pour faire partie les dérivés. Si nous prenons ça, nous constatons que U' qui est ici la dérivée de ceci va nous donner n fois z à la puissance n moins 1, fois le dénominateur, ce qui nous fait z moins 1. La dérivée du dénominateur par rapport à z me donne 1, donc ça fait 1 fois V fois U, pardon, ce qui me donne z à la puissance n. Le tout divisé maintenant par le dénominateur au carré, le tout lorsque z est égal à 3. Naturellement, une fois que nous avons dérivé, l'expression de la dérivée disparaît. Une fois qu'on a fait ça, on peut arranger un peu l'expression. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a juste développé. Donc, nz à la puissance n-1 fois z me donne nz à la puissance n. Nz à la puissance n-1 fois moins 1 me donne tout simplement moins nz à la puissance n-1, moins le z à la puissance n qui est là, le tout divisé maintenant par quoi? Z à la puissance z-1 à la puissance 2. Et je remplace tout par z égale à 3. Une fois que j'ai encore fait ça, je peux arranger un peu l'expression en mettant un facteur z à la puissance n. Ça me fait donc n moins 1, facteur de z à la puissance n, moins maintenant la deuxième expression qui est ici, qui fait moins n z à la puissance n moins 1. Le tout divisé naturellement par z moins 1 au carré. Nous avons cette expression qu'il faut faire, on remplace finalement z par 3. Donc si on met 3 ici, ça nous fait donc quoi? N moins 1, facteur de 3 à la puissance n, moins n 3 à la puissance n moins 1, sur 3 moins 1 au carré. Ce qui est donc égal à quoi? 3 moins 1 me donne 2, 2 au carré, ça fait 4, ça qui est quelque part par ici. Ensuite, on maintient tout simplement l'expression qui est au numérateur. Et pour rendre causal justement cette expression, on multiplie tout ça là par U de n. En somme, le résidu en 2 me donne quoi? N-1, 3 à la puissance n, moins n, 3 à la puissance n-1, le tout divisé par 4, le tout multiplié par U de n. En somme, les deux résidus que j'ai déterminés, j'ai le premier résidu qui fait 1 quart de U de n, et le deuxième résidu qui fait n-1, 3 à la puissance n, moins n, 3 à la puissance n-1 sur 4 U de n. Donc, voilà un peu ce que j'ai comme les deux résidus. Et encore pour rappel, la méthode des résidus, une fois les pôles déterminés, une fois les résidus déterminés, on dit que le x de n que nous sommes en train de chercher, c'est-à-dire la transformée inverse, n'est rien d'autre que la somme des résidus. Donc, essayons donc de déterminer le x de n, qui n'est rien d'autre que la transformée inverse en z du grand x de z. Nous avons notre grand x de z qui est là. Nous avons déterminé les deux pôles qui est 1 et 3. Pour rappel, le 3 était un pôle multiple, le 1 était un pôle simple. Et les deux résidus que nous avons déterminés ne sont rien d'autre que les deux expressions que nous avons devant nous. Donc, notre x de n ne sera rien d'autre que la sommation de ça et de ça. Donc, c'est ça que nous avons fait ici. On a essayé de mettre en facteur maintenant les 1 quart et également le u de n. Si on met le 1 quart et le u de n en facteur, lui, il ne reste que 1. C'est ça qu'on a mis là. Et plus maintenant tout ça là, d'accord, le 1 quart étant sorti, le 4 disparaît. Je prends donc le numérateur que je repositionne là. Et ça, ce n'est rien d'autre que quoi? La transformée inverse en z de cette expression que nous avons quelque part par ici. Donc, c'est aussi simple que ça, la transformée inverse en z. N'hésitez pas à resuivre plusieurs fois cette vidéo-là afin de bien prendre en main cette notion de transformée inverse qui est hyper méga importante pour la suite. Une fois que ça c'est su maintenant, on tente une petite évaluation formative. Qu'il vous souvienne, dans l'évaluation formative précédente, on avait essayé de déterminer l'expression des x de z pour ces deux équations aux différences. Maintenant que nous avons toutes les armes, il vous est demandé à présent de faire quoi? De résoudre cette équation, donc de faire la transformée inverse des grands x de z que vous aviez déterminé dans l'évaluation formative précédente. Eh bien, bon travail à chacun et à tous et à très bientôt.